Bonjour, je suis Stéphanie Laguinier, la fondatrice de Meredith Santé. C'est une plateforme qui a été créée pour rapprocher les professionnels de santé en établissement et en ville. L'objectif est de recréer du lien au sein d'un même territoire entre différentes spécialités pour mieux communiquer et améliorer les parcours de soins. N'hésitez pas à vous inscrire, vous pourrez développer votre réseau de professionnels de santé. Et en attendant, je vous souhaite une belle conférence. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Donc, je vous propose le thème sur la chirurgie de l'obésité pour me présenter. Donc, moi, je pratique la chirurgie de l'obésité depuis un peu plus de 20 ans. Je dirige un centre qui pratique environ 700 interventions à l'année, ce qui fait qu'on est à peu près dans les 10 centres en volume les plus importants en France, et avec surtout une organisation avec une équipe pluridisciplinaire, comme il est recommandé par la Haute Autorité de Santé, qui permet d'assurer la sélection des patients, le bilan d'opérabilité et le suivi. Donc, on va essayer de traiter le thème qui est sur les indications en fait, de la chirurgie bariatrique actualisée. Donc, avant de débuter, d'entrer dans le vif du sujet, des choses un petit peu générales sur l'obésité. Donc, je vous rappelle que la définition de l'obésité, elle est définie encore, même si c'est une donnée qui est soumise à débat et à discussion par l'indice de masse corporelle, ou IMC, ou BMI en anglais. Donc, on a différents sigles. Et les patients vont être classés en normaux, donc avec un IMC de 18 à 24. Je vous rappelle que l'IMC est calculé par le poids en kilos sur la taille au carré. Donc, il suffit de diviser le poids par la taille au carré et vous obtenez cette valeur qui va permettre de classer vos patients en normal, donc IMC entre 18 et 24, en surpoids entre 25 et 29 d'IMC. Ensuite, au-delà de 30, on va être en obésité, donc entre 30 et 34, c'est l'obésité type 1. L'obésité de type 2 va être entre 35 et 39, et l'obésité de type 3, supérieure à 40. Alors, l'indication opératoire, bien sûr, selon les recommandations, et surtout la prise en charge en France, se fait pour les types 2 et les types 3. Les autres, l'obésité de type 1, aujourd'hui, il y a des recommandations sur la chirurgie métabolique, c'est-à-dire si les patients ont une obésité de type 1 et des facteurs de risque, notamment un diabète sévère, difficilement équilibré, on peut opérer ces patients, puisque il est sorti des recommandations de l'autorité de santé. Par contre, il n'y a pas de prise en charge de l'assurance maladie, ce qui est quand même un frein. Après, dans la définition de l'obésité, bien sûr, il y a le tour de taille, puis le périmètre ombilical qui va conditionner, vous savez, les facteurs de risque cardiovasculaire, l'obésité type androïde ou gynoïde, avec, bien sûr, quand le tour de taille, le périmètre ombilical est supérieur à 102 cm, donc on augmente le risque de maladies cardiovasculaires, notamment chez l'homme. Alors, l'obésité n'est pas, en France ou ailleurs, ou en Europe, n'est pas un cas isolé. Donc, aujourd'hui, l'OMS l'a classé comme une maladie chronique, évolutive et incurable, qu'on traite, qu'on soigne, mais qu'on ne guérit pas. Et si vous voulez, les derniers chiffres qu'on a, c'est les chiffres en 2014, on estimait qu'à l'échelle mondiale, il y avait à peu près près de 2 milliards d'individus en surpoids, 600 millions d'adultes obèses. Aujourd'hui, c'est plutôt 750 millions d'adultes obèses. Donc, 39% d'adultes de plus de 20 ans en surpoids. Donc, si vous voulez dire 40% de ces adultes obèses sont jeunes. Donc, c'est des gens qui ont un âge moyen qui est autour de 32 ans, qui correspond à peu près à la patientèle qui vient se faire opérer, qui est en demande de chirurgie. Et surtout, l'obésité touche 42 millions d'enfants de plus de 5 ans. Donc, ça, c'est l'OMS qui va cibler cette population. Pourquoi ? Parce que la chirurgie, c'est un peu l'aboutissement, c'est le sommet de la pyramide, mais le traitement de l'obésité va passer par la prévention, et la prévention, c'est les enfants et les adultes jeunes, puisqu'on sait que l'obésité de l'enfance ou le surpoids de l'enfance va constituer l'obésité à l'âge adulte et arriver à une obésité probablement morbide. Maintenant, la majorité de nos patients, on va arriver, sont des obésités qui ont commencé dans l'enfance ou à l'adolescence et qui se dégradent au fur et à mesure des années. On voit de plus en plus d'adolescents avec des IMC à 45, 50, c'est-à-dire qu'ils font 140, 150 kilos dans nos consultations. Donc, l'obésité à l'échelle mondiale entraîne de graves répercussions sur la santé
et a doublé depuis 1980. Donc en espace de 30 ans, la prévalence de l'obésité, le nombre d'obèses ont doublé sur la planète. C'est quelque chose qui est mondial. Ça va avec la mondialisation de tout. Donc les cas d'obésité dans le monde ont plus que doublé depuis 80, les statistiques actuelles, et puis surtout ce qui est important de savoir, alors que classiquement on sait que 65% de la population mondiale vit dans des pays où l'obésité est responsable d'un plus grand nombre de décès que l'insuffisance pondérale. Classiquement, c'était la famine qui tuait beaucoup d'êtres humains sur la planète. On a tous ces images de ces pays où la famine régnait, où on avait des morts et des morts, avec des associations humanitaires ou l'OMS qui aidait. Et là, aujourd'hui, la majorité de la population vit dans des zones où on meurt plus d'obésité que de famine. Donc ça, c'est quelque chose qui a une inversion dans les données épidémiologiques mondiales de l'obésité. Et surtout, l'OMS rappelle que cette épidémie progresse à un rythme alarmant chez les enfants. Donc, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, 43 millions d'enfants. Voilà les dernières données de la part population mondiale obèse ou en surpoids. Donc, on est à 30% en 2014. Aujourd'hui, on n'est pas loin des 40%. Et pour certains pays, notamment les États-Unis, c'est 50% de la population qui est obèse. Je ne parle pas d'obèse morbide, obèse, c'est-à-dire on inclut les IMC supérieurs à 30, c'est-à-dire de 30 à nos limites, puisqu'on arrive à avoir des patients qui atteignent près de 80 d'IMC, c'est-à-dire des poids qui sont supérieurs à 250 kg. Donc 40% en 2030. Aujourd'hui, la prévalence de l'obésité en France, c'est 21% de la population. Et on pense qu'en 2030, on sera à 30% de la population. Donc c'est vraiment un problème de santé publique. Alors pourquoi on a une progression de la chirurgie en France? Pour plusieurs raisons. Là, je vous ai donné les statistiques de 2015 sur les interventions. 48 757 interventions. En 2018, 52 000. En 2019, il y en a un peu moins puisqu'il y a une espèce de régulation par l'assurance maladie, mais en fait, on va rejoindre ces chiffres. On était à 49 000. Donc, pourquoi autant d'interventions? Parce que potentiellement, il y a beaucoup de patients qui sont éligibles. C'est-à-dire aujourd'hui, on considère qu'en France, il y a 1,8 million de patients éligibles, c'est-à-dire des patients qui ont une IMC supérieure à 35. Et on n'opère que 48 000, donc on n'opère qu'un peu moins de 7% de cette population. Donc, il y a encore 93% des patients qui souffrent d'obésité morbide qui ne sont pas opérés. Alors, il y a des réinterventions fréquentes. Pourquoi? Parce que la maladie obésité, l'OMS l'a bien définie, c'est une maladie chronique, évolutive et incurable. C'est-à-dire qu'on sait que potentiellement, un patient aura dans son existence, un jeune patient d'autant plus, au moins 2 interventions. Parce que au bout d'un certain nombre d'années, l'organisme va s'habituer, on va avoir une reprise pondérale et surtout, on ne traite pas le trouble du comportement alimentaire. Pourquoi? Parce que le trouble du comportement alimentaire ne peut pas être traité par une chirurgie de l'estomac. On a beaucoup débattu avec nos collègues psychiatres. Traiter un TCA, c'est 10 à 15 ans de psychanalyse. Et en général, si on se tenait à ça, on aurait 30% des obèses qui seraient morts avant d'avoir guéri leurs problèmes de TCA. Donc aujourd'hui, la chirurgie fait partie de la panoplie des traitements et surtout des traitements efficaces. Deuxième chose, de nombreuses comorbidités. L'obésité entraîne énormément de pathologies, donc des pathologies qui vont toucher la totalité de l'organisme. Donc en France, donc la Haute Autorité de Santé et le ministère, avec la DGOS, ont organisé la chirurgie de l'obésité. Ils ont essayé de la structurer avec la SOFCO, qui est la société savante, la Société française de chirurgie de l'obésité. Et on a mis en place les centres spécialisés qui vont être coordonnateurs des régions, des centres labellisés qui sont labellisés pour la chirurgie, et ainsi des recommandations avaient été établies en 2009, et là, normalement, en 2020, la crise du Covid ayant retardé la publication, il va y avoir des nouvelles recommandations réactualisées, puisque les dernières recommandations en 11 ans, et c'est une chirurgie qui est très, très évolutive, les techniques évoluent. Il y a 11 ans, on disposait de 2 ou 3 techniques, aujourd'hui, on en a déjà une dizaine. Vous voyez, donc... Après, il est important aussi qu'il y ait une bonne coordination
entre les sociétés savantes de chirurgie, de nutrition, d'endocrino et de médecins généralistes. Vous savez que la haute autorité de santé et dans le parcours de soins, le médecin généraliste, le médecin de famille, est placé au centre du suivi et de l'organisation de ça. D'où l'intérêt d'avoir une formation importante et correcte à cette pathologie. Puisque potentiellement, vous allez pouvoir recevoir dans vos cabinets près de 30% de la population qui sont en situation d'obésité et qui vont être en demande de renseignements, de traitement, de tout ce qu'on veut. Donc les causes d'obésité, elles sont bien sûr multifactorielles, je vous ai résumé ça, c'est la balance énergétique, classiquement, les apports alimentaires, les dépenses énergétiques, l'équilibre entre les deux. Quand on a trop d'apports, pas assez de dépenses, eh ben on prend du poids. Quand on a autant d'apports que de dépenses, eh ben on est stable. Et quand on a plus de dépenses que d'apports, eh ben on maigrit. Tout ça serait très simple s'il n'y avait pas des choses multifactorielles. C'est-à-dire le système nerveux central, bien sûr, avec les médiateurs, la leptine, la gréline et l'insuline qui vont réguler tout ça. Et surtout, il y a des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques, l'importance de la masse grasse avec la modification du métabolisme glucidique ou lipidique. Et tout ça vont être des facteurs l'obésité va être multifactorielle et ce qui rend la complexité. Le maigrir, en fait, ne se résume pas à dire qu'il faut arrêter de manger. Vous voyez, ça c'est ce que j'appelle de la médecine de concierge. On peut arrêter de manger, mais si on est dans un contexte environnemental ou génétique, plastique, je veux dire, vous prenez un Asiatique qui, normalement, morphologiquement et ethniquement, sont des gens plutôt minces. Si vous les déplacez aux États-Unis, la deuxième génération, ils sont obèses. Puisque donc, ils ont modifié leur génétique et leur constitution du fait d'influence de l'environnement et des conditions socio-économiques. Et c'est par ce biais qu'on crée de l'obésité, même si c'est des êtres humains ou qui ont une ethnie qui n'est pas propice au développement de l'obésité. Alors les causes, bien sûr, c'est la plus grande consommation d'aliments très caloriques, riches en graisse et sucre, ça classique. Une augmentation du manque d'activité, c'est notre vie, le mode de vie de nos sociétés, où il y a une sédentarité, il y a des nombreuses formes de travail, l'évolution des formes de travail, l'évolution du mode de transport, l'urbanisation fait que la nourriture vient à nous. On n'a plus besoin de dépenser de l'énergie pour se nourrir, ce qui était la vocation de nos ancêtres. Il fallait crapahuter dans la nature pendant 2 jours pour trouver sa substance. Aujourd'hui, ça vient à vous. Il suffit d'être derrière l'ordinateur, faire comme on dit un drive, aller avec votre voiture puisque c'est un drive. Donc on limite encore les dépenses physiques. Vous ouvrez votre coffre et on vous charge votre nourriture et vous rentrez chez vous. Donc l'effort de la dépense énergétique a été quasiment nul. On a plutôt emmagasiné de l'énergie plutôt qu'on a dépensé. Ensuite, l'évolution des habitudes en matière d'alimentation, et là, l'industrie agroalimentaire et nos responsables politiques ont une certaine responsabilité là-dedans, puisque vous savez que l'industrie agroalimentaire, ça représente une puissance économique, c'est une des productions les plus importantes et ça touche tous les secteurs d'activité. Donc, il n'y a pas de politique qui va dire, pour lutter contre l'obésité, on va modifier la fabrication, parce qu'il sait qu'à partir du moment où il va prendre des décisions dans le domaine de la nutrition, il va y avoir des répercussions sur ce qui représente le plus gros pôle économique d'un pays, c'est l'agroalimentaire. Puisque l'agroalimentaire va toucher aussi l'industrie, va toucher un certain nombre de choses. Donc les facteurs de moteurs principaux de l'obésité, vous les avez là. Donc accroissement des approvisionnements en aliments, on est approvisionné facilement, ils sont produits en masse, ils sont bon marché, ils sont goûteux, et en fait, ils sont riches en énergie parce qu'on met des rehausseurs de goût. Et le rehausseur de goût, le principal, c'est le sucre. Donc, plus vous sucrez un aliment, plus il va avoir du goût. Plus vous le salez, plus il va avoir du goût. Ou plus vous mettez de l'huile de palme, plus il va avoir du goût. Et plus vous allez pousser la personne qui le consomme à en consommer de plus en plus. Et surtout, on va neutraliser son seuil de satiété. Classiquement, c'est le phénomène fast-food. Vous prenez de la viande hachée au milieu de morceaux de pain chez vous, et au bout d'un seul aliment de ce type, vous êtes rassasié. Vous allez dans un fast-food, on va vous le remplir de sauce sucrée, etc. Et les jeunes, souvent, au bout de 2 ou 3, il leur en faut 2 ou 3, et puis 2 heures après, ils ont faim. C'est classique. On sait que plus on concentre des calories dans un aliment à volume égal, plus on augmente l'appétit.
Et bien sûr, derrière, le marketing des industries alimentaires qui est omniprésent. Vous mettez devant la télé à 1 heure de grande écoute, et vous avez beaucoup de publicité, et notamment pour les jeunes le matin. Au milieu des dessins animés, ils ont de la publicité pour des céréales, etc. Des choses bien sucrées, bien caloriques. Donc, ensuite, ça, c'est une diapo qui paraît un peu complexe, mais qui montre un petit peu l'influence et là où on peut intervenir. Alors, malheureusement, nous, les médecins, on est en bout de course, puisque on arrive, une fois que l'obésité est souvent installée, on fait des petits actes de prévention. Et vous voyez, les facteurs environnementaux, les facteurs comportementaux et la physiologie. Donc, nous, on va agir à ce niveau-là. Mais on agit un peu tard. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas faire face au phénomène obésité, on ne peut pas faire face aux millions d'obèses par la chirurgie, par exemple. C'est impossible. Aujourd'hui, vous avez 440 centres en France, par exemple, qui font la chirurgie de l'obésité. Et encore, sur les 440, la moyenne de leurs actes sont 50 interventions à l'année. Je vous disais que nous, on en faisait près de 700. Vous voyez, on est à peu près 500 en France à en faire autant. Mais le reste, c'est très peu. Donc, de toute façon, les chirurgiens ne peuvent pas faire face à l'obésité. Ils peuvent en traiter un certain nombre et les formes morbides et graves, mais le reste, non. Donc, vous voyez que là où peuvent intervenir, donc la première phase, c'est les facteurs environnementaux, socio-économiques et socioculturels. Et ben, c'est les interventions politiques, c'est les politiques. Donc, il faut qu'il y ait une volonté politique de lutter contre l'obésité, sachant que je vous l'ai dit tout à l'heure, en face, vous avez l'industrie agroalimentaire. Donc, et nos hommes politiques, ils ont besoin d'être réélus. Ils ne peuvent pas se mettre à dos le 2/3 de l'activité ou de la partie active de ce pays, ou de n'importe quel pays. Ce n'est pas propre à la France, c'est tous les pays socio-économiquement élevés. Donc après, à la phase 2, on peut agir par des programmes de promotion de la santé et de prévention. Et ensuite, nous, malheureusement, petits médecins ou chirurgiens, on arrive à la phase 3, c'est-à-dire qu'une fois que l'obésité est installée, ou le patient va venir nous consulter pour une obésité de type 1, type 2 ou type 3, s'il est candidat à la chirurgie. Et là, les dégâts sont déjà faits, donc l'action va être limitée. Et puis, on arrive en bout de course, donc on ne peut pas agir sur le développement. Aujourd'hui, on considère qu'en France, il y a 15% d'obèses en plus tous les ans. Donc, ce qui est énorme, c'est le taux de renouvellement de l'obésité. Alors, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas résumer l'obésité à dire on mange trop de fast-food ou on est fainéant. Donc ça, c'est les croyances. Et la réalité, c'est ce qui est le diapo droit. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous voyez, et en fait, ça, c'est tous les facteurs qui peuvent influencer l'obésité. Donc, il y a des facteurs biologiques, des influences sociétales, l'environnement alimentaire, l'alimentation, l'environnement non alimentaire, l'activité physique et les facteurs psychologiques. Donc, tout ça sont résumés par ces codes couleurs là et qui permet de… Pardon. Je vais récupérer mon… Voilà. Donc, pourquoi traiter l'obésité? Parce que l'obésité touche l'organisme entier. Je vous ai mis une diapo qui résume un petit peu les complications médicales de l'obésité avec les organes que ça peut toucher. Donc ça, c'est des choses qui sont assez bien connues. L'hypertension intracrânienne idiopathique, il ne faut pas l'ignorer. Elle est souvent, elle se caractérise par des céphalées qu'on voit chez les obèses et qui sont souvent classées comme migraineuses. Et nous, on le voit souvent, c'est qu'après, avec l'amaigrissement, ce sont des céphalées qui disparaissent et qui sont plutôt à mettre leur compte sur le compte d'hypertension intracrânienne idiopathique. Après, les AVC classiques, les accidents vasculaires, ça va s'intégrer dans toutes les pathologies cardiovasculaires, les coronariopathies, les pathologies métaboliques, le diabète essentiellement, dyslipidémie, hypertension, les atteintes digestives avec les pancréatites. Vous avez des pancréatites sévères chez les obèses par dépôt de graisse. Il y a le fameux, là, il y a un article qui est sorti en première page d'un grand journal qui parlait une nouvelle maladie du foie, qui est le NASH syndrome, dégénérescence graisseuse alcoolique, qui toucherait 200 000 personnes en France. Et bon, je pense que je peux vous dire que ça touche beaucoup plus, puisque je vous ai donné les chiffres d'obésité. Et ça, on sait que c'est une pathologie qui peut évoluer vers la stéatose, vers la stéatofibrose et vers la cirrhose. On voit des patients arriver avec des cirrhoses du foie, simplement par stéatose, pas arrosée. Donc, les pathologies gynécologiques, c'est-à-dire les troubles menstruels, la stérilité, syndrome des ovaires polykystiques classiques, on a un certain nombre de patients qui sont adressés par des
des PMA, des centres de procréation médicalement assistée pour des stérilités dans un contexte d'obésité où ils leur disent qu'il faut maigrir, sinon nous on ne peut pas vous induire ou vous assister. Puis les pathologies articulaires, bien sûr, c'est plutôt des complications mécaniques, phlébite, embolie pulmonaire. Vous savez que 15%, il y a 15%, environ 15% de décès par embolie pulmonaire spontanée chez des obèses morbides. Donc, les patients ils peuvent mourir jeunes de ça. Donc, et puis, classiquement, bien sûr, l'apnée du sommeil, le syndrome d'apnée du sommeil qu'il faut rechercher systématiquement dans le cadre de notre bilan et nous, on en découvre chez près de 30% des patients obèses qui l'ignoraient, bien sûr, puisque ça fait partie dans le parcours de soins du bilan systématique. Et puis le syndrome restrictif qu'on appelle d'hypoventilation, qui est lié directement à la graisse abdominale qui gêne le mouvement diaphragmatique. Alors pourquoi il faut perdre du poids? Parce qu'en fait, il y a de nombreuses études, ça c'est des études qui sont anciennes, mais bon, les dernières le montrent aussi. On n'a pas besoin de perdre beaucoup de poids pour améliorer les facteurs de risque. Donc en fait, le fait de perdre 5 à 10%, en matière de chirurgie, c'est très faible. Parce que nous, pour estimer qu'une intervention a bien fonctionné, on estime qu'il faut qu'il y ait une perte au moins de 50% de perte d'excès de poids. Si on n'a pas une perte de 50% à 1 an, on considère que c'est un échec. Donc, et ça, on l'a dans à peu près 80-85% des cas. Donc là, vous voyez, alors que vous voyez que le bénéfice sur la santé, il n'y a pas besoin de perdre beaucoup pour avoir un bénéfice sur la santé. Donc, dès qu'on a perdu 10%, on diminue son risque de coronaropathie, on diminue tous les risques de beaucoup de maladies. Vous voyez déjà, dans cette diapo très intéressante sur une étude qui a été faite il y a un certain nombre d'années sur 15 000 patientes, ces études anglaises en général, qui sont sur des cohortes aussi importantes. Donc, vous voyez qu'avec une perte de poids minime, on avait une diminution de la mortalité totale de 20%, ce qui est énorme, se permettre à 20% de ces patients d'être sauvés, c'est extraordinaire. Les diminutions de la mortalité cardiovasculaire de 9%, la diminution du cancer, du nombre de cancers dans 37% et la diminution du diabète 44%, ce sont des pertes de poids faibles. C'est des pertes de poids entre, vous voyez, 500 grammes et 9 kilos. Ça correspond. Nous, on est souvent dans une perte de poids moyenne de 20 à 25 kilos. C'est-à-dire on a la majorité des diabètes qui guérissent, la majorité des apnées du sommeil qui guérissent et un certain nombre d'hypertension artérielle et de facteurs de risque associés qui guérissent. Donc, vous voyez que le bénéfice d'une perte de poids modérée va agir sur toutes les maladies associées à l'obésité, c'est-à-dire la pression artérielle, les risques cardiovasculaires, tout ce qui est métabolique. Ça va diminuer les sévérités, voire guérir les apnées du sommeil. Et même si on ne guérit pas l'arthrose installée, ce qui est évident, bien sûr, on va en tout cas diminuer les symptômes et permettre à un certain nombre de patients d'accéder à une chirurgie. On a un certain nombre de patients qui nous sont adressés également, qui sont candidats à la prothèse de genou. C'est des patients jeunes, c'est des patients qui ont la cinquantaine, parce qu'ils ont, avec l'obésité, ils ont massacré, ils ont esquinté leurs genoux. Donc, ils sont candidats et l'orthopédiste leur dit non, je ne peux pas vous mettre une prothèse dans ces conditions, il faut maigrir. Et quand il faut maigrir de 30 kilos, ça ne se fait pas avec un régime, même pendant 6 mois. Donc, c'est des patients qui viennent à la chirurgie et qui permet de les préparer d'abord les améliorer sur le plan de la symptomatologie et de les préparer à une chirurgie orthopédique, dans de bonnes conditions, avec une prothèse qui va résister. Alors, vous voyez, ça, pareil, ça c'est sur le plan métabolique. Donc, une perte de poids modérée maintenue entraîne une mortalité totale chez les patients présentant une comorbidité, une diminution de la mortalité totale, une diminution de l'hypertension artérielle. Alors, l'hypertension artérielle, c'est vraiment le facteur de comorbidité qu'on améliore, mais qu'on rend rarement réversible. Parce que quand elle est installée depuis des années, en tout cas, ça allège les traitements des patients qui sont traités avec 2 ou 3 antihypertenseurs, arrivent à passer à un antihypertenseur à faible dose et à équilibrer leur tension. Et bien sûr, on va améliorer les complications métaboliques et respiratoires. Alors, pour en venir au traitement, donc souvent, je présente cette pyramide classique. C'est des publications également anglaises qui montraient le traitement de l'obésité. Donc, la chirurgie bariatrique est le dernier recours. C'est pour ça qu'elle est au sommet de la pyramide. Bien sûr, avant de proposer un certain nombre de choses, on va modifier son mode de vie, c'est-à-dire régime alimentaire, son activité physique, ça fait partie de la préparation à une éventuelle chirurgie, et quelquefois, on va s'en tenir là. Sur le patient, il y a des patients, d'ailleurs, je vous l'ai dit, on n'opère que 7% des obèses morbides, donc c'est qu'il y en a un certain nombre, soit qui restent obèses, soit il y en a qui maigrissent sans chirurgie, sans rien du tout, avec un rééquilibre alimentaire et une activité physique. Ensuite, la phase 2, c'est la pharmacothérapie. Et bien la phase 2, je pense qu'on peut la rayer,
parce que la pharmacothérapie, aujourd'hui, il n'y a pas de médicament, en tout cas efficace, autorisé en France. Donc tout ce qui peut se traîner ou ce que les patients peuvent prendre, les prennent en dehors d'une prescription médicale et en dehors d'une vente autorisée. Donc ils sont hors AMM, donc ils sont interdits. Hein. Donc aujourd'hui, on ne dispose pas d'une pharmacothérapie pour traiter l'obésité. Il y a des voies de recherche, mais aujourd'hui, en tout cas en France, il n'y a pas de médicaments autorisés. Tous les médicaments à visée d'obésité, de traitement de l'obésité sont interdits. Et ensuite, donc, en dernier recours, une fois qu'on a épuisé tout ça, ben, on va éventuellement proposer le patient à la chirurgie. Donc, bien sûr, avant de les proposer à la chirurgie, il faut une prescription diététique, c'est-à-dire qu'il faut leur faire un parcours de soins, il faut leur être à l'écoute, trouver le meilleur compromis entre le possible et le souhaitable, c'est-à-dire que les vœux pieux, ça ne marche pas, c'est des patients qui ont souvent fait un parcours important, qui ont fait des tas de régimes avec des échecs, avec un effet yo-yo, donc tout ça. Voilà. Donc, il faut faire une enquête alimentaire assez pragmatique. Les comptages des calories, ça marche pas. Je parle dans le contexte de patients obèses morbides. Hein, je n'en ai plus dans un patient qui a une surpoids et qui veut perdre 4-5 kilos. Hein. Bien sûr, les comptages calories, ça ne marche pas parce que de toute façon, c'est compliqué à réaliser. Souvent, il y a une alimentation qui est un peu désorganisée. Donc, il vaut mieux plutôt avoir une approche qualitative ou semi-quantitative. Donc, il faut bien sûr avoir une prise en charge diététique, essayer de modifier les habitudes alimentaires. Il faut adapter au mode de vie et au mode social des patients. Hein. Vous ne pouvez pas donner un régime qui va coûter des sommes et des mille ou une préparation à des patients qui sont souvent d'un milieu social assez moyen, voire frustre. Avec l'objectif, c'est de donner des prescriptions où il y aura de l'observance, sinon ça ne sert à rien. L'activité physique, bien sûr, elle augmente la dépense énergétique, elle développe la masse maigre et surtout elle améliore le contrôle pondéral et c'est le seul facteur prédictif de maintien de la perte de poids à long terme. Ça, toutes les études l'ont montré. Si on a une activité physique, chirurgie ou pas chirurgie, eh ben on maintient sa perte de poids. Si on fait régime sans activité physique, à la reprise alimentaire, eh ben, on va reprendre du poids et c'est pareil pour la chirurgie. Et bien sûr, l'activité physique, elle a un effet favorable sur les comorbidités, avec l'effet favorable surtout sur le diabète de type 2. Donc les recommandations, c'est au moins 30 minutes d'activité modérée, si possible tous les jours de la semaine. Donc c'est pas une activité modérée, c'est pas d'aller crapahuter ou aller dans une salle pendant un truc, vous voyez, c'est de faire de la marche, etc. Donc, bien sûr, il y a des barrières qui sont médicales, parce que les patients obèses ont des problèmes articulaires, des problèmes respiratoires, des problèmes cardiovasculaires, donc c'est pas compliqué. Des fois, c'est compliqué pour eux d'avoir une activité physique. D'ailleurs, elle doit être contrôlée. Hein. On n'envoie pas un patient obèse qui a des pathologies faire du sport comme ça, sans contrôle. Il y a un frein psychologique, la mésestime, le regard des autres. C'est quand on fait 150 kilos, c'est compliqué d'aller dans une piscine, se mettre en maillot pour faire de la natation, parce que vous allez avoir le regard des autres et ça pose des problèmes aux obèses. Et puis, il y a des problèmes sociaux qui sont des gens travaillent, la famille, etc. Donc, il y a toujours le problème de manque de motivation. Quand on a fini une journée, on n'est pas trop motivé pour aller faire du sport. Je vous ai mis, pour exemple, les calories dépensées. Donc, en fait, ce qui marche le mieux, c'est la marche rapide. Hein. Le shopping, c'est pas terrible. Le ménage, c'est moyen. Et la danse, c'est un peu mieux. Mais surtout, ce qui va, c'est la marche rapide, 250 kilocalories à l'heure. Alors, on va maintenant, après ces généralités un petit peu qui sont importantes, parce que ça va conditionner un petit peu la suite, puisque, comme je vous l'ai dit, la chirurgie, elle arrive en bout de course. Hein. On n'arrive pas. Donc, il faut que toutes ces étapes soient passées. Donc, quels sont les patients qui sont concernés par la chirurgie? Donc, c'est les indications opératoires. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Haute Autorité de Santé a publié des recommandations en janvier 2009 qui font référence. Elles ont été réactualisées en 2011 un petit peu, mais c'est les recommandations qui font référence, et notamment pour la prise en charge des patients obèses et par l'assurance maladie. Donc, les recommandations, voilà, c'est quelle chirurgie ou quelle intervention. Donc, l'indication opératoire, selon les recommandations de l'HAS, il faut que l'index de masse corporelle ou le BMI soit supérieur à 40 avec ou sans facteur de risque, ou supérieur à 35 avec au moins un facteur de comorbidité. Les facteurs de comorbidité, je vous ai les montrés dans le diagramme où vous voyez le bonhomme avec toutes les maladies associées. Hein. Donc, ça peut être
une de ces pathologies. C'est âge compris entre 18 et 65 ans. Aujourd'hui, sauf certains centres spécialisés comme le nôtre ou comme certains centres ciblés ne peuvent pas opérer les adolescents ou les mineurs. Donc, c'est soumis à un parcours particulier, une concertation spéciale, etc. Mais aujourd'hui, si vous voulez, et ce qui pose problème, c'est que normalement, dans les recommandations, il faut faire un parcours en milieu pédiatrique. Mais quand vous envoyez un gamin de 15 ans qui fait 140 kilos en consultation pédiatrique, il le regarde comme un extraterrestre. Donc, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. En tout cas, dans la majorité des pays où il y a une forte obésité, les États-Unis, les pays anglo-saxons, l'Australie, les pays du Golfe, eh ben, ils opèrent des adolescents avec des IMC assez élevés, avec d'assez bons résultats d'ailleurs. Voilà, donc en France en tout cas, c'est de 18 à 65 ans. IMC supérieur à 40 ou à 35, il faut que ce soit une obésité qui soit stabilisée depuis plus de 5 ans. On n'opère pas les obésités récentes. Hein, des gens qui disent j'ai pris du poids depuis 6 mois, il faut m'opérer. Non, c'est des obésités. Là, il faut chercher d'autres raisons. Il faut qu'il y ait un échec d'une prise en charge médico-nutritionnelle dans l'histoire du patient correctement conduite pendant plus d'1 an. Bien sûr que l'année de prise en charge ne commence pas le jour de la consultation chirurgicale ou le jour de la consultation. Il faut que dans l'histoire de l'obésité du patient, il y ait eu une prise en charge nutritionnelle. Il faut éliminer l'absence des dysfonctionnements endocriniens, thyroïde ou surrénal. Il faut éliminer les contre-indications des maladies psychiatriques, notamment les psychoses, hein, comme la schizophrénie, des choses comme ça. On savait que tous les patients psychotiques, du fait de leur traitement, souvent en situation d'obésité, et puis il s'agit bien sûr d'une contre-indication formelle à cette chirurgie. Il faut que le patient ait une bonne compréhension des avantages, des inconvénients et des risques des diverses interventions envisageables, et que le risque opératoire soit acceptable. C'est pour ça qu'il y a le petit dessin à côté, où vous avez le patient qui est au centre de toute une équipe qui va, cette équipe pluridisciplinaire, avec bien sûr le médecin référent, va évaluer, discuter. Donc nous, quand on opère beaucoup de patients, c'est-à-dire entre 15 et 20 par semaine, c'est une réunion par semaine où on va discuter des dossiers. Et maintenant, on arrive à faire des réunions un peu comme celle-ci, parce qu'en présentiel, c'est un petit peu compliqué, chacun a pas mal de travail. Mais enfin, en tout cas, tous les dossiers sont discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire pour valider les indications. Donc, la chirurgie doit se faire en deuxième intention après un traitement, échec d'un traitement, c'est-à-dire qu'il faut avoir mis en place des mesures hygiéno-diététiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, un suivi médical et diététique régulier. Il faut essayer de corriger les grosses erreurs alimentaires, sinon on va aller à l'échec. La chirurgie va marcher les 2 premières années, après les patients grossissent. Il faut que le patient ait la volonté d'avoir une activité physique régulière, et ça on l'encadre. Dans les équipes, on a tous maintenant des coachs sportifs, ou plutôt des éducateurs spécialisés on a activité physique adaptée, ce qu'ils appellent les APA. Et il faut qu'il y ait, en l'absence de perte de poids ou en l'absence de maintien de la perte de poids. Et surtout, en cas de persistance de complications mal contrôlées, les facteurs comorbidité, et puis le principal, c'est le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle. Ça, c'est 2 facteurs qu'on rencontre de manière constante avec l'apnée du sommeil chez nos patients candidats à la chirurgie. Il faut que le patient soit bien informé, c'est-à-dire qu'il a bénéficié d'une évaluation et d'une prise en charge préopératoire pluridisciplinaire, qu'il a bien compris et accepté la nécessité d'un suivi médical et chirurgical au long terme. Ça veut dire qu'il a compris que le suivi, c'est à vie. Je vous ai dit tout à l'heure que l'obésité est une maladie incurable, donc ça veut dire qu'on peut récidiver, même si on a été traité et soigné, donc il faut que le suivi soit à vie. Et il faut que le risque opératoire acceptable, c'est-à-dire qu'on va discuter avec nos anesthésistes, bien sûr, il y a toujours un anesthésiste qui est présent à la réunion de concertation et qui va dire, bon, tel patient, c'est le risque anesthésique, le rapport bénéfice-risque n'est pas bon, donc on ne le fait pas ou on fait. D'accord ? Alors, il y a des exigences vis-à-vis de l'équipe, mais il y a des exigences aujourd'hui vis-à-vis du chirurgien. Il faut que les chirurgiens qui planifient cette intervention, il faut qu'ils aient opéré des obèses et des chirurgies complexes, des chirurgiens à risque. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur 1600 chirurgiens digestifs en France, il y en a 440 qui pratiquent cette chirurgie. Donc, il y a même un quart. Donc, il faut qu'il ait une expérience en laparoscopie dans des domaines avancés, c'est-à-dire qu'il soit rompu aux techniques de chirurgie de l'estomac, qu'il ait de l'expérience du traitement des obèses avec son équipe et d'un personnel et de l'engagement du patient à se conforter aux exigences du long terme. Donc, il faut que
le chirurgien ait une certaine expérience dans le domaine avec son équipe d'anesthésie. Il faut bien sûr analyser le bénéfice-risque. Et par contre, il faut aussi analyser le bénéfice-risque dans les deux sciences. C'est-à-dire qu'on va mesurer le risque opératoire, mais aussi faut mesurer le risque. Ça, nous, on a tous des cas où des patients en première intention ont été refusés par l'équipe parce qu'ils trouvaient un peu immatures, ou même par l'assurance maladie parce qu'ils disaient qu'il n'a pas fait suffisamment de régime. Je vous parle de patients qui font 150 kg depuis 20 ans, et quelquefois l'assurance maladie a dit non, mais il a fait que 6 mois de régime, ça n'a pas marché, il faut qu'il fasse plus. On a eu des cas où retarder la chirurgie a abouti par exemple, le patient entre-temps a développé un AVC, on réduit les chances de disparition totale d'un diabète parce qu'on arrive à les guérir. Donc, l'analyse du bénéfice-risque se fait dans les deux sens. Le risque opératoire qui doit être le plus faible avec le bénéfice plus élevé, mais ne pas retarder non plus une intervention parce qu'à ce moment-là, on va faire prendre un risque aux patients liés aux maladies associées. Alors, les contre-indications à la chirurgie, je vous ai donné un petit peu, on va aller vite. Donc, c'est les troubles cognitifs et mentaux sévères, les psychoses, les troubles sévères et non stabilisés du comportement alimentaire, c'est-à-dire que les troubles psychiatriques, la boulimie, donc la boulimie, qu'on a boulimia nervosa, c'est pas le patient c'est le patient qui garde. Donc, incapacité prévisible à un suivi médical prolongé, la dépendance, bien sûr, toutes les dépendances à l'alcool, aux substances psychoactives. Donc, il faut avoir un sevrage. Les patients qui ont été alcooliques, on dit minimum 3 ans, 3 à 5 ans de sevrage, prouvé. C'est-à-dire qu'à part un alcoologue ou un tabacologue, etc. Donc, les patients qui n'ont pas eu de prise en charge médicale préalable identifiée, je vous ai dit tout à l'heure, le patient qui dit « Ah, mais j'ai jamais fait de régime, j'ai une obésité qui est récente, je veux rien faire, il faut m'opérer ». Donc non, ça c'est non, ça ne marchera pas parce qu'on va voir. Et puis bien sûr, la contre-indication à l'anesthésie générale. Donc la préparation, bien sûr, ne pas oublier les objectifs du traitement. Donc rendre service au patient en améliorant son espérance de vie et sa qualité de vie. Vous savez que l'espérance de vie moyenne d'un patient qui a un IMC supérieur à 45 est de 67 ans. Donc, vous voyez que, alors que quand on le ramène son IMC en dessous de 30, eh bien, il va avoir l'espérance de vie moyenne qui est de 83, entre 83 et 85 ans en France. Donc, bien sûr, développer une médecine centrée sur la personne et non sur les kilos, puisque ça, c'est la cause d'échec. C'est-à-dire que les patients, il ne faut pas les pousser à se peser tous les jours. De toute façon, on ne perd pas de poids tous les jours. Et que l'échec ne se résume pas à la reprise pondérale. C'est-à-dire que le patient qui se rééduque sur le plan alimentaire, qui a une activité physique, même s'il perd du poids lentement, ce n'est pas un échec, il est au contraire. Donc, la clé du succès de la chirurgie, c'est respect des indications, bien sûr, la bonne préparation, la prise en charge pluridisciplinaire, la prise en charge médicale et chirurgicale à vie, je vous l'ai dit tout à l'heure, la prise en charge en réseau avec des membres de l'équipe qui ont le même discours. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que des discours dissociés. Donc, il faut avoir une équipe bien coordonnée avec un médecin référent qui coordonne un petit peu la prise en charge du patient et les dire aux patients. Donc, et bien sûr, le patient a son éducation de l'action et il faut bien sûr avoir conscience des contraintes, c'est-à-dire que la prise en charge du patient obèse, c'est très chronophage, ça demande beaucoup de consultations. Donc voilà, quand on se lance dans cette chirurgie, en dehors de l'intérêt technique, c'est un suivi et une prise en charge qui va être très chronophage, qui génère beaucoup de consultations, et pour le patient aussi, parce que le patient, il faut qu'il adhère à un programme qui est quand même assez complexe. Alors, quand on prend le parcours, vous voyez, pour le résumer ici, vous avez le patient qui est candidat, on va l'intégrer dans le réseau. Donc, il va avoir deux consultations avec le chirurgien, diététicien, endocrinologue, des tests psychométriques, un psychiatre, le pneumologue, cardiologue, anesthésiste, gastro-entérologue. Et ensuite, il va aller vers le staff multidisciplinaire. On va faire une réunion de concertation et on va poser ou non ou pas l'indication chirurgicale. Alors, la chirurgie, quelle intervention, quelle indication je vous l'ai faite, là, on vient de finir. Et maintenant, quelle intervention? Alors, pour un petit rappel, la chirurgie de l'obésité, même si on en parle beaucoup maintenant, c'est une chirurgie qui n'est pas nouvelle. Elle est nouvelle depuis qu'on a introduit la cœlioscopie, mais elle a été développée dans les années 50, essentiellement aux États-Unis, et avec l'introduction des dérivations gastriques, qui était ce que vous entendez parler comme le bypass. Le bypass, c'est le terme anglo-saxon qui veut dire dérivation. Donc, les dérivations, c'était l'intervention de choix qui était faite
aux États-Unis, je ne sais pas si on baisse, mais elle a été faite par voie ouverte, par laparotomie. Il y avait une très forte morbidité, des patients qui mouraient, une mortalité post-opératoire. Donc, et cette chirurgie s'est développée. Donc, elle a continué d'évoluer par laparotomie. Et puis, l'avènement de la chirurgie, c'est dans les années 90, avec le développement de l'anneau gastrique, même s'il est décrié aujourd'hui. C'est un peu grâce à cette intervention que la chirurgie a pu se développer depuis des années. Donc, pour vous rappeler un petit peu des petits rappels anatomiques, donc l'estomac, on a une double vascularisation parce que ça va conditionner. Donc, l'angle de His aussi cardiaque très important parce qu'il y a certaines interventions qui vont générer du reflux ou qu'il ne faut pas faire qu'en cas de reflux. Donc, bien des rappels anatomiques par rapport à la vascularisation. C'est un organe qui est bien vascularisé. Il y a une vascularisation qui est directe par l'artère gastrique gauche qui vient directement de l'aorte, l'artère gastrique droite, et puis les vaisseaux courts qui viennent de la rate, qui vont vasculariser. Donc, c'est un organe qui est très compliant à la chirurgie. Alors, il y a deux types d'interventions qu'on va proposer aux patients. Il y a de la chirurgie qu'on appelle restrictive, c'est-à-dire qu'on va restreindre la capacité de l'estomac, et de la chirurgie malabsorptive, où on va et restreindre la capacité de l'estomac et entraîner une malabsorption essentiellement des graisses. Donc dans les interventions restrictives, vous avez l'anneau qui se fait beaucoup moins, la sleeve, et dans l'intervention de malabsorption, ce sont non pas le bypass, mais les bypass. Aujourd'hui, il y a à peu près 7 types de bypass différents. Mais je ne veux pas vous les citer tous. Donc le bénéfice de la chirurgie bariatrique, ça a été montré il y a déjà des années avec l'étude SOS. Donc quand vous voyez sur la perte de poids, vous voyez que en haut, vous avez le groupe de contrôle. Avec un trait rond, c'est le groupe qui a eu une intervention de type anneau, et le carré noir, c'est les patients qui ont eu des bypass. Et vous voyez que par rapport à un groupe contrôle d'obèse qui ne fait rien, donc quelle que soit l'intervention, vous voyez tout de suite, on a une chute de la perte de poids, une chute du poids qui est immédiate, avec l'anneau qui est moindre, avec la gastropathie verticale calibrée, ce qui se faisait avant, qui se fait un peu plus importante et très importante avec le bypass. Ensuite, il y a une tendance à la remontée, mais qui est faible, et une stabilisation dans le temps. Donc ça, on a montré que la chirurgie est bénéfique. Les bénéfices sur la résolution des facteurs de comorbidité, vous voyez qu'on guérit 77% des diabètes, 62% d'hypertension artérielle, 86% des apnées du sommeil et 71% des troubles du métabolisme lipidique. Donc ça, c'est pas négligible. Et d'où l'introduction d'une nouvelle notion qui est faite dans les pays anglo-saxons beaucoup, encore un peu moins chez nous, qui est la chirurgie métabolique. Je vous en ai parlé. C'est maintenant à tel point que les endocrinologues de beaucoup de pays, pas encore chez nous, c'est pas encore entré dans les mœurs, proposent à la chirurgie des patients diabétiques avec des IMC à 30-34, voyez, hein, et parce que ceux qui ont un diabète difficile à équilibrer, ils arrivent à les guérir. Et là, pour eux, ça correspond à 25 millions de diabétiques de type 2 en Europe. Hein. Donc, c'est énorme comme possibilité. Alors, dans les interventions de réduction gastrique, vous avez l'anneau gastrique, même s'il est beaucoup moins pratiqué. Aujourd'hui, il y a moins de 1000 interventions qui sont pratiquées de ce type en France, sur les 50 000, alors qu'il y avait plus de 15 000 anneaux il y a une dizaine d'années qui étaient posés par an. Donc, simplement pour rappel, donc ça consiste à mettre en place un petit anneau de la partie haute de l'estomac qui va agir comme un régulateur d'alimentation. Cet anneau est relié à un petit boîtier et il est. Aujourd'hui, la chirurgie de l'anneau, elle est vraiment réservée à des patients sur des indications très réduites. Pour vous dire, moi, sur 700 interventions, je dois poser 3 anneaux dans l'année. Donc, c'est devenu très négligeable, alors que j'en posais presque 10 par semaine il y a une vingtaine d'années, parce qu'on disposait que de ça. Alors, pourquoi on en fait moins? Parce que il y a des reprises de poids, il y a un certain nombre de complications, des reflux, des dilatations gastriques, des glissements et une réascension du poids. Surtout, on considère aujourd'hui que quasiment plus de 50% des anneaux à 10 ans vont être enlevés. Alors, la deuxième intervention qui est aujourd'hui la plus pratiquée dans le monde, hein, en France et dans le monde, c'est la sleeve gastrectomie. En France, plus de 27 000 interventions. Un petit rappel, c'est que la France, c'est le pays d'Europe qui pratique le plus de chirurgie bariatrique. Donc, on est situé en numéro 3, numéro 4 dans le monde en matière de chirurgie. Donc, les chirurgiens français, en général, ont une bonne expérience. Pour vous comparer à l'Allemagne, par exemple, où il y a la même prévalence d'obésité, c'est 6 000 interventions à l'année. Donc, oui, on en a fait. Alors qu'en France, on était à près de 50 000. Donc, la sleeve gastrectomie, la sleeve gastrectomie, elle fait partie des interventions restrictives où on va enlever
cette partie de l'estomac et transformer l'estomac en un tube. Donc, on dispose de matériel spécifique pour faire ça. Et on va avoir un double effet. On va avoir un effet de restriction parce qu'on diminue la capacité de l'estomac à 120 millilitres. Cette poche va faire 120 millilitres. Et surtout, on va diminuer les sécrétions de l'hormone de la faim qui s'appelle la gréline. Et ça, c'est une diminution notable qui a été dosée, hein, qui est prouvée et qui dure à peu près. Donc, on va avoir un effet coupe-faim. Et c'est ce qui fait que cette intervention s'est énormément développée et la plus pratiquée dans le monde, y compris aux États-Unis. La sleeve gastrectomie est passée devant le bypass depuis 2 ans, même aux États-Unis. Donc, à cause de l'efficacité et surtout du confort alimentaire qu'elle procure. Et troisième chose, à cause de l'effet coupe-faim qui évite les frustrations chez les patients opérés. Ça, c'est une intervention qui est moins pratiquée en France, mais qui est beaucoup développée dans le monde, qui est l'équivalent de la sleeve. Vous avez, nous, on en pratique hein, dans notre centre, qui est l'applicature de l'estomac, qui consiste, au lieu de couper l'estomac, c'est de le plier sur lui-même, vous voyez, comme c'est montré ici, et de le suturer. En fait, on a à peu près l'effet équivalent d'une sleeve, mais sans section de l'estomac, avec une morbidité qui est propre à la sleeve, qui est comme les fistules, etc., qu'on ne peut pas avoir dans ce type d'intervention, et avec un résultat qui est assez bon, qui est réservé essentiellement à des patients avec des IMC, disons, entre 35 et 39. On ne fait pas ce type d'intervention chez des grands obèses parce que ça ne marche pas. La sleeve peut se faire dans plusieurs situations, puisqu'on est dans quelle indication, dans quel patient. Elle va se faire chez des patients qui ont une obésité de type 3, entre 40 et 45 d'IMC, mais elle peut se faire en 2 temps, comme on peut le faire, en préparation et un bypass. C'est-à-dire, je m'explique, vous avez des patients qui ont un IMC à 50, 60, faire un bypass chez ces patients, compte tenu de la masse grasse sur le greffe, c'est une intervention qui a une morbidité importante. Donc, on va préférer faire une sleeve gastrectomie à ces patients. Ils vont perdre 40 à 50 kilos. Et ensuite, si la perte de poids n'est pas suffisante et qu'il reste avec un IMC suffisamment élevé encore, ils restent en obésité morbide, à ce moment-là, on peut leur prévoir un bypass dans un deuxième temps. En général, c'est 3-5 ans après. Et le bypass va se faire avec 40 à 50 kilos de moins. Donc, il va se faire dans des meilleures conditions et va permettre une morbidité et des chutes beaucoup plus simples. Ensuite, voilà le bypass ou court-circuit, hein, c'est qui est le terme le plus français, le plus adapté. Alors, vous allez entendre parler de 2 types de bypass. C'est le bypass en Y, que je vous montre là, et le bypass en oméga, ou appelé mini-bypass. Alors, le mini-bypass n'a rien de mini, hein, il est plutôt maxi, puisqu'on dérive plus d'intestin, mais simplement, il est mini parce qu'on a une suture. Vous voyez, le principe du bypass, c'est qu'on va sectionner l'estomac horizontalement, on va réduire à une petite poche, on va laisser l'estomac exclu en continuité, et ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre l'intestin qui va être sectionné ici, on va prendre l'intestin qui va être monté au niveau de l'estomac, on va le suturer, donc c'est ce qu'on appelle l'anse alimentaire, et ensuite, on va dériver le liquide biliopancréatique à 1,50 m à 1,60 m en bas de l'anse alimentaire, donc on va avoir, vous voyez le montage en Y, vous voyez un Y, avec tous les aliments qui vont être ici, ne vont pas être digérés, c'est-à-dire qu'essentiellement les graisses, hein, il va y avoir une malabsorption des graisses et on obtient un amaigrissement mixte par une restriction de la poche gastrique et une malabsorption des graisses. Le oméga, c'est le même principe à peu près, on taille l'estomac en hauteur et on va dériver l'intestin suivant une anastomose en oméga, c'est-à-dire sans sectionner l'intestin grêle, et on va faire la dérivation entre 1,50 m et 1,70 m. Donc les aliments vont arriver là, ils vont aller directement ici dans l'anse alimentaire, dans l'anse commune, et qui est la lance alimentaire, et la bile, elle, va arriver ici avec 1,70 m plus loin, donc il va avoir une efficacité qui est moindre. C'est une intervention qui est beaucoup pratiquée, qui a été beaucoup pratiquée en France, qui est beaucoup pratiquée dans le monde entier, et qui a une morbidité beaucoup plus faible que le bypass en Y, parce qu'il n'y a pas de risque de fistule, il n'y a qu'une seule suture et beaucoup moindre. Par contre, le bypass oblige, donc on va réserver ça surtout à des patients avec un IMC très élevé, sur une obésité sévère, et l'amaigrissement va être indépendant des habitudes alimentaires. Avec un bypass, il ne faut pas trop le diffuser auprès des patients, mais avec un bypass, on peut manger quasiment de tout et maigrir quand même. Par contre, on n'a pas de contrôle sur la perte de poids. Donc, faire attention, c'est-à-dire que les patients, on a des situations de dénutrition chez les patients bypassés, donc ça demande
Et dire, certains patients disent, j'ai un bypass, j'ai pas besoin de suivi. Au contraire, quand on est bypassé, on peut avoir des carences, notamment carences en vitamine B, avec des syndromes de carence majeure, avec des troubles neurologiques, d'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke. Donc, faire très attention. Et il faut compenser en vitamines liposolubles, A, B, D, E, K, essentiellement, du fer. Donc, les patients prennent deux comprimés de vitamines fortement dosés tous les jours à vie. Donc, oui, le bypass, c'est une intervention qui est bonne, qui marche bien, mais qui n'est pas anodine et qui est à réserver à des obésités. En tout cas, c'est une intervention de dernière intention ou de réintervention, c'est-à-dire d'échec de précédente intervention, ou en première intention, c'est des patients avec des IMC élevés. On ne va pas faire un bypass à un IMC à 35 en première intention. Parce que, troisième chose, éviter le bypass chez les patientes qui ont un désir de grossesse, parce qu'il y a un risque du fait de carence en acide folique de malformations neurologiques en cas de grossesse chez le fœtus, notamment non-fermeture du tube neural, c'est-à-dire des spina bifida. Donc, c'est décrit, donc il faut faire attention à ça. Donc, nous, on propose une contraception. Attention aussi à la contraception orale, parce que les mini-pilules ne sont plus efficaces et le bypass entraîne une inefficacité de certains médicaments, puisque la malabsorption. Donc, il faut faire attention aux patients qui ont besoin d'anticoagulants, des patients qui ont des maladies chroniques, donc qui ont besoin d'un traitement péros. Donc, tout ça, c'est des patients qui vont être contre-indiqués au bypass parce qu'on va diminuer l'absorption, par exemple, un patient épileptique qui est sous traitement, donc éviter le bypass parce que là, on va le déséquilibrer sur le plan de son traitement antiépileptique et aboutir à une situation assez dramatique. Pour mémoire, le dispositif intragastrique par voie buccale, qui est le ballon intragastrique, on en entend parler beaucoup, mais bon, l'efficacité, le ballon intragastrique, en principe, n'est pas fait pour traiter les obèses. En tout cas, ceux qui peuvent avoir de la chirurgie et qui le veulent, il vaut mieux éviter. Pourquoi ? Parce que le ballon, il a une durée de vie qui est de 3 à 6 mois, 1 an pour la dernière génération, mais c'est plutôt 6 mois. La perte de poids moyenne, c'est 12 à 15 kilos. Donc, c'est plutôt à réserver au surpoids et à l'obésité de type 1. Donc, les patients obèses qui vous disent « je veux un ballon », vous êtes toujours des cas qui ont perdu 20 ou 30 kilos avec un ballon, mais c'est assez rare. La majorité des patients, c'est 12 à 15 kilos. Et en général, quand on l'enlève, dans 65 à 70% des cas, vous avez une reprise du poids perdu à 2 ans. Donc, indication plutôt cosmétique sur des obésités ou du surpoids de l'obésité de type 1, c'est-à-dire qu'avec des patients qui n'ont pas des troubles du comportement alimentaire, il y a 2 types de ballons, le ballon qui s'avale, qui a une efficacité certaine, mais qui a une durée de vie qui est courte et qui coûte cher. Le ballon n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, il est tout à la charge du patient, et le prix moyen de l'ensemble, c'est-à-dire pose, ballon et tout, est autour de 2 500 €. Donc, c'est pas le ballon qui s'avale est beaucoup plus cher encore. Donc, vous voyez, c'est une technique qui n'est pas anodine et qui coûte cher. Donc, en termes de résultats, on n'est pas à la hauteur de son coût. Voilà, donc toujours vous rappeler, voilà, ça c'est notre équipe. Vous voyez qu'il y a pas mal de monde. L'hospitalisation, pourquoi je vous ai mis ça? Non pas pour faire de la pub pour la clinique du parc, mais pour vous dire qu'il faut que les établissements et également, il y a un cahier des charges pour les établissements qui les oblige à avoir du matériel adapté, des lits adaptés, des brancards adaptés, des chaises adaptées, des tables d'opération qui peuvent supporter jusqu'à 300 kg, du matériel chirurgical adapté. Donc, quand on fait de la chirurgie de l'obésité, il faut que l'établissement investisse dans du matériel qui est prévu pour opérer des obèses. C'est du matériel qui est spécifique. On ne peut pas faire ça avec des interventions de chirurgie classique. Donc, bien sûr, voilà le programme de suivi qui est important. Donc, suivi diététique, donc on dit 1 mois après la chirurgie, ça permet de recentrer les patients, d'éviter les risques de nutrition. Ensuite, on va avoir un suivi régulier la première année. En général, le suivi, il est tous les 6 mois, c'est recommandations de l'HAS. C'est tous les 6 mois pendant 2 ans, et puis 1 fois par an à vie. Sachant qu'après, on peut interposer des consultations de nutrition, diététicienne et de psychologue. D'accord ? Voilà, donc c'est les recommandations de l'HAS, et on va suivre l'évolution pondérale, l'évolution des facteurs de comorbidité, et également les dosages des bilans biologiques pour doser les vitamines, rechercher les carences ou les problèmes de dénutrition. Donc les évolutions à éviter, c'est la reprise pondérale. Facteur en cause, c'est souvent l'arrêt du fractionnement avec une augmentation du volume des repas. Donc ça, et des signaux de faim, ça qui reviennent.
des collations inadaptées, des patients qui mangent peu au repas et qui vont prendre des gâteaux, du fromage, des viennoiseries, et la reprise du grignotage. Donc, les évolutions à éviter aussi, c'est la dénutrition sévère, qu'on voit beaucoup plus avec les bypass qu'avec des interventions. Il y a des patients, par peur de regrossir, se mettent eux-mêmes en restriction. C'est-à-dire qu'en plus de la chirurgie, ils font du régime. Et là, on a des tableaux d'anorexie et qui n'ont rien à voir. Souvent, ils nous sont envoyés en pensant qu'il y a un problème dans le dispositif chirurgical, et en fait, non, c'est vraiment des patients qui ont peur de regrossir et qui se restreignent avec des pertes de poids et des dénutritions et qui obligent quelquefois à les mettre en nutrition entérale, voire parentérale, et avec un suivi psychiatrique. Donc, en conclusion, pour finir, la réussite du traitement repose sur des critères bien définis. La prise en charge pluridisciplinaire, un suivi régulier et sérieux, puisque c'est une maladie chronique. Comme toutes les maladies chroniques, il faut les suivre à vie. Il faut bien introduire la notion que la chirurgie n'est pas une solution miracle, qu'un patient mal préparé ou mal géré va avoir un échec de la perte pondérale, et surtout, il peut avoir des carences. Je vous ai résumé sur cette diapo le parcours du patient pour voir un petit peu, vous voyez ce que ça représente. Donc, on a un algorithme qui permet, donc, tous les patients qui vont être adressés, moi, je considère que tous les patients sur les patients qui nous sont adressés, on a à peu près un tiers pour lesquels on relève l'indication de chirurgie. Sachant que on a adopté, nous, la méthode de faire le parcours pluridisciplinaire en amont de la consultation de chirurgie et de ne voir que les patients qui sont potentiellement candidats à la chirurgie. Les autres restent pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire, ce qui permet de garantir déjà une chirurgie qui est bien indiquée et surtout des meilleurs résultats. Donc, vous voyez qu'il y a un algorithme, le patient arrive, il va avoir un suivi médical, il va avoir toute l'équipe, il a une RCP. Si la RCP est retenue pour la chirurgie, à ce moment-là, il va avoir le bilan préopératoire avec l'équipe anesthésique, l'intervention qui va être programmée. On a un programme d'éducation thérapeutique. Et ensuite, il y a l'équipe pluridisciplinaire qui va assurer son suivi, que ce soit psychologue, l'activité physique adaptée, et éventuellement un coach santé patient. On a une association de patients aussi qui va gérer un peu la partie sociale et la partie informatique. Et puis, on a des réunions d'information patients qui sont tous les 2 mois, des groupes de parole où on réunit les patients, on leur fait une présentation, et ensuite vous avez des anciens patients qui viennent expliquer un petit peu leur vécu et des discussions ouvertes. C'est des réunions qui ont lieu tous les 2 mois à la clinique du Parc, qu'on anime, et qui sont animées aussi avec des patients à nous, et ça a beaucoup de succès puisqu'on a les patients sont très demandeurs. Donc là, elles ont été suspendues du fait pendant le Covid, mais normalement, elles devraient reprendre, avec les réserves bien sûr qui s'imposent, mi-septembre. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, moi j'en ai fini.